Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Ça va me faire plaisir de présenter le processus de recension systématique aujourd'hui dans la famille. Moi, en fait, si je suis là, c'est parce que pendant mon post-doctorat, j'ai réalisé plusieurs recensions systématiques. Donc, j'ai réalisé une méta-analyse qui vise à agréger des données qui sont plutôt quantitatives. J'ai réalisé aussi une méta-ethnographie. Donc, ça s'applique plus à des écrits qualitatifs. Puis ensuite, j'ai fait une recension systématique en m'appuyant sur des études quantitatives, mais mon analyse était plus interprétative. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a différents types de recensions systématiques qui existent, puis on le verra à la fin de ma présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par vous parler de la recension systématique. Qu'est-ce que c'est au niveau de la méthode? Quelles sont les forces d'une recension systématique? Quelles sont les limites aussi? Ensuite, je vais introduire brièvement la collaboration Cochrane, parce que j'ai assisté à une formation donc, de 3 jours donnée par cette collaboration-là. Puis, c'est vraiment le top du top de la recension systématique. Mais vous le verrez, ça s'applique beaucoup, en fait, aux recherches médicales. Donc, moi, dans le cadre de cette formation-là, j'ai quand même ressenti à certains moments de la frustration parce que je trouvais que ça ne correspondait pas nécessairement à mon domaine d'études. Donc, que ça ne répondait pas toujours à mes besoins. Donc, moi, je vais essayer je vais introduire cette collaboration-là, son organisation, comment ça fonctionne, parce que c'est quand même une collaboration vraiment pertinente, puis extrêmement riche, mais je vais quand même être plus large pour que ce que je vous présente s'applique peut-être à vos domaines d'études. Est-ce que vous êtes en travail social? Tout le monde est en travail social? En psychologie? OK. Puis est-ce que vous faites des recensions systématiques actuellement? OK. Puis dans le cadre du doctorat? OK. OK. Parfait. Bon, je vais commencer. Donc, la recension systématique. Est-ce que vous savez ce que c'est une recension systématique? Non? Parfait. Donc, en fait, une recension systématique va consister à localiser, analyser, évaluer et synthétiser toutes les connaissances relatives à une question particulière. Donc, l'objectif, ça va être vraiment de recenser toutes les études individuelles qui visent à répondre à une question précise. C'est un processus qui s'appuie sur une méthode vraiment prédéfinie, en fait. C'est une méthode, je vous dirais, assez drastique, mais en même temps qui est très encadrante. Donc, il y a des étapes à suivre, il faut les suivre pour pouvoir pour pouvoir affirmer qu'on est dans un processus de recension systématique. Donc, par exemple, on va parler de critères d'éligibilité prédéfinis au niveau des études recensées. Donc, on ne recense pas les études qui nous plaisent. Ensuite, il faut que la méthodologie, elle soit vraiment, qu'on adopte en tout cas une méthodologie extrêmement transparente. Puis si plusieurs individus décident, à partir d'un processus systématique, de répondre à une question de recherche, en bout de ligne, ils doivent arriver vraiment à des résultats similaires. C'est vraiment quelque chose qui se veut objectif. Puis, en bout de ligne, c'est ça, c'est des données probantes qui doivent ressortir de la recension systématique. Donc, recherche d'informations systématiques exhaustives. Donc là, il faut vraiment faire avoir un portrait très exhaustif de tous les écrits, ou en tout cas de toutes les études empiriques menées sur un sujet. Puis, c'est un processus aussi qui implique d'évaluer la qualité de ces recherches-là, ou de considérer en tout cas le biais. C'est une étape incontournable. Moi, j'ai déjà tenté de soumettre une recension systématique, puis je n'avais pas évalué la qualité des études. L'article a été refusé. C'est vraiment une étape incontournable. Ensuite, en termes de moyens, c'est un processus qui nécessite plusieurs ressources, puis quand même du courage et de la détermination. C'est un processus vraiment, ceci dit, moi j'adore faire ça,
mais il ne faut pas lâcher. Puis, ce qu'on dit, c'est que ça peut prendre entre 1 à 2 années à temps plein. Vous allez voir, toutes les étapes, vraiment, elles sont douloureuses. Mais en tout cas, tout est discutable. Puis, il y a des choses qui paraissent très simples, mais ça ne l'est pas réellement. Vous allez voir, vraiment, le moindre petit détail, tout est discutable, tout doit être anticipé. Puis, il y a quand même des processus de remise en question en cours de route. Puis c'est ça, j'ai écrit équipe multidisciplinaire parce que c'est toujours mieux d'être bien entouré. Ça demande des compétences au niveau de, pour se documenter. Donc c'est bien de faire appel à un documentaliste, un bibliothécaire. Puis ils sont vraiment formés aujourd'hui pour vous aider, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. C'est bien aussi d'être entouré d'experts de ce domaine-là pour voir si la question de recherche posée, elle est pertinente, elle est novatrice. C'est bien aussi d'être entouré d'un statisticien parce qu'au moment d'extraire les données quantitatives, on peut être confronté à des doutes ou voire des méconnaissances. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de bien s'entourer, puis c'est un processus qui est extrêmement formateur, en fait. Vraiment, à la fin, moi, en tout cas, dans toutes ces recensions-là, elles m'ont permis de raffiner mes compétences, autant sur le plan théorique que sur le plan méthodologique, que sur le plan statistique. Puis, vous allez voir, il y a quand même plusieurs outils qui ont été élaborés par différents chercheurs et qui visent vraiment à vous aider, à vous soutenir dans ce processus-là. Puis, c'est ça, j'ai écrit logiciel parce que ça va prendre aussi des logiciels spécifiques, on va y revenir. Au niveau des forces, on sait en fait que la science, c'est un processus cumulatif, puis que ce n'est pas à partir d'une étude individuelle qu'on va pouvoir fournir des recommandations. Donc, c'est pour ça que c'est important de combiner différentes études. Parce qu'une étude les résultats d'une étude peuvent être influencés par la chance, peuvent être biaisés. Donc là, en fait, grâce à ce processus de recension systématique, on va avoir plusieurs études, puis un échantillon finalement de sujets beaucoup plus importants. C'est un processus qui est vraiment intéressant parce qu'il permet aussi d'examiner la variabilité entre les études. Puis ça, moi, j'aime vraiment faire ça. Ça s'appelle l'analyse des modérateurs, en fait. Donc, si vous étudiez l'adaptation socio-affective des jeunes en garde partagée au hasard, vous avez 4 études qui portent sur la prime enfance, 4 études qui portent sur les adolescents. Vous allez pouvoir voir, en fait, vous allez pouvoir comparer l'effet du mode de garde sur les petits et sur les adolescents. Donc, puis vous pouvez aussi, à partir on peut parler de variabilité sur le plan des méthodologies. Donc il peut y avoir des comparaisons effectuées à ce niveau-là. Ça permet d'éviter la répétition d'études inutiles. Donc c'est ça, à un moment donné, on considère qu'on a fait le tour, on va poser une conclusion, puis on va dire, ça on le sait. Donc maintenant, il faudrait qu'une nouvelle vague de recherche démarre parce que ça, on le sait. Puis ça permet aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, de fournir des recommandations aux professionnels, en fait, qui s'appuient sur des données probantes. C'est un processus qui sauve du temps aux lecteurs, donc tant dans les milieux de la pratique que sur le plan scientifique. Souvent, on va se référer à la dernière méta-analyse publiée pour se faire une idée de qu'est-ce qui a été fait, puis qu'est-ce qu'on sait justement et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Puis donc identifier les priorités de recherche futures, puis ça je vous en ai parlé. Après, c'est un processus aussi, surtout au niveau de la méta-analyse, qui comporte des limites. Donc on va souvent reprocher à la méta-analyse de mélanger des pommes et des oranges, parce que forcément il y a une variabilité entre les études. Mais comme je vous le disais, on peut l'exploiter, cette variabilité-là. Puis c'est recommandé de le faire, donc on peut transformer cette limite en force. Après, il y a la question de la variation aussi dans la qualité des études individuelles. Mais ça aussi, on peut gérer ce problème-là et on va y revenir tout à l'heure. Puis enfin,
les recherches publiées. Donc, est-ce qu'on se limite dans notre recension? Est-ce qu'on va recenser seulement les recherches qui ont été publiées et revues par des pairs? Puis, il y a eu quand même une évolution au niveau des connaissances à ce niveau-là. Puis, on va en reparler, mais c'est recommandé de considérer la littérature grise. Ça, c'est vraiment un élément important. Je pense que j'ai trop parlé. Donc, il y a plusieurs organisations, en fait, qui existent. Puis, là, j'en mentionne 3, mais ce n'est pas exhaustif. Parce que le processus de recension systématique, c'est considéré comme un domaine d'étude à part entière. Puis, c'est vraiment une science en développement. Donc, ces organisations-là, elles visent à produire des recensions systématiques, à améliorer la méthodologie qui sous-tend ce processus-là, puis à créer des outils, en fait, qui vont permettre aux auteurs de recensions systématiques de produire des recensions de qualité. Donc, je vais essayer de vous parler rapidement de la collaboration Cochrane. Donc, la collaboration Cochrane, elle a été fondée en 1993 en hommage à Archie Cochrane, qui est un épidémiologiste britannique. Puis, en fait, ça part d'un rêve. Ça part d'un rêve puisque ce médecin désirait que les écrits scientifiques liés au domaine de la santé soient plus utilisés et plus accessibles aux professionnels de la santé. Donc lui, il était vraiment dans une logique de collaboration entre les milieux scientifiques et les milieux professionnels. C'est vraiment ça qui a guidé le développement de cette science-là. Puis la collaboration Cochrane, rapidement, c'est un réseau international à but non lucratif qui regroupe plus de 30 000 collaborateurs dans le monde, donc des chercheurs, des professionnels, des décideurs politiques, c'est vraiment multidisciplinaire. Puis issus d'une centaine de pays. Donc ça, c'est les missions de la collaboration Cochrane. Je pense que je vous enverrai le PowerPoint, je vais me limiter aux aspects peut-être centraux, mais les principes de la collaboration Cochrane, c'est la collaboration, l'accessibilité et la mise à jour. Donc la collaboration, parce qu'en fait, les professionnels qui font partie de cette organisation-là, ils peuvent vous soutenir dans la production, dans le développement de revues systématiques. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. L'accessibilité, parce que vous allez voir, il y a une librairie Cochrane où sont recensées, répertoriées en fait toutes les recensions systématiques qui se basent sur cette méthode particulière, puis avec des résumés qui sont vulgarisés, qui sont en français et qui sont destinés en fait au grand public puis aux professionnels, donc, puis qui sont gratuits aussi. Puis la mise à jour, parce que chaque auteur qui produit une revue systématique Cochrane s'engage tous les 2 ans à réactualiser sa recension. Donc, il y a plusieurs outils en fait, proposés par cette collaboration-là. Il y a le manuel qui est disponible en ligne gratuitement. Puis, je vous recommande vraiment de le consulter. Il est extrêmement complet. Il y a la librairie. Il y a une conférence annuelle qui a lieu au Chili cette année. Puis, c'est ça. C'est une boîte à outils qui est disponible sur leur site. Je suis tombée là-dessus, en fait. Puis, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses. Puis le concepteur de la boîte à outils, c'est Chris Marshall. Donc là, vous pouvez aller voir s'il y a des outils qui pourraient répondre à vos besoins. Puis je me suis amusée un peu à regarder combien de recensions étaient publiées. Puis tu sais, seulement pour vous dire qu'il y en a vraiment de plus en plus de recensions qui sont réalisées puis publiées dans la librairie. Puis ce que je vous disais tantôt, c'est que c'est quand même un processus qui s'applique à la médecine. Donc ça, c'est les thèmes des recensions qui ont été publiés. Donc, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des différentes étapes qui ponctuent ce processus-là. Donc, je vais vous les détailler.
Donc ça, c'est quelque chose de commun à plusieurs organisations. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, qui n'est pas nécessairement spécifique à la collaboration Cochrane. Donc dans un premier temps, c'est ça. En tout cas, je voudrais quand même vous dire une chose. C'est qu'il y a un outil spécifique qui existe, c'est l'outil Prisma. Puis en fait, c'est une grille qui va vous permettre, qui va en tout cas vous soutenir dans la rédaction d'un article scientifique. Puis vous voyez, tout est mentionné. Tout ce que vous devez faire est mentionné dans cette grille-là. Donc c'est comme un repère pour vous. Oui. Prisma, c'est l'article de recension systématique. Ou c'est pour les articles scientifiques en général? C'est pour les articles scientifiques en général. Ils ont produit en fait plusieurs outils, on va en voir un autre. Puis c'est ça, c'est comme une organisation aussi qui vise à soutenir ce processus-là. Puis c'est ça, cette grille-là, elle est composée de ces éléments-là. Puis vous pourrez la retrouver, en tout cas, vous tapez Prisma 2009 checklist, puis vous y aurez accès. Donc, formuler la question de recherche. Donc ça, c'est une étape de base qui est extrêmement importante, comme quand on réalise une étude individuelle. Donc, c'est une étape qui va permettre en fait d'orienter les méthodes et les processus de la revue systématique. Donc c'est ça, lorsqu'on planifie de réaliser une revue systématique, c'est toujours bon de discuter avec des chercheurs, experts de ce domaine-là et des professionnels pour essayer de voir c'est quoi les besoins auxquels on doit répondre. Ce qui est hyper important de faire aussi, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de revue systématique réalisée récemment, parce que ça ne sert à rien de dupliquer ce processus-là, en fait. Donc ça, c'est quand même important. Puis, vous pouvez vous appuyer sur l'énoncé, en fait, PICO, pour faire ça. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, le P comme population, problème ou patient. Quelles sont les caractéristiques significatives du groupe de participants étudiés? Donc moi, par exemple, si je veux tester l'efficacité d'un programme d'intervention destiné à des familles à haut niveau de conflit, je vais me dire, OK, des familles à haut niveau de conflit, qu'est-ce que c'est des familles à haut niveau de conflit? C'est des familles séparées, mais des familles séparées, des familles divorcées, des familles séparées depuis combien de temps? Depuis 2 ans, depuis 4 ans? Est-ce que c'est des parents avec des enfants de quel âge? Donc, c'est ça, il faut se questionner. Après, au niveau de l'intervention, quelle principale intervention est considérée? Est-ce que c'est prescrire un médicament? Est-ce que c'est prévoir une thérapie psychodynamique? Est-ce qu'on parle d'une intervention socio-judiciaire? Ensuite, comparaison. Donc, quelle est l'alternative en fait à cette intervention? Ensuite, au niveau des résultats observés, donc là, il y a différentes approches. Parfois, on peut être très, très général au niveau des résultats. Parfois, on peut être plus spécifique. Donc, moi, je peux décider d'étudier l'adaptation socio-affective des enfants, l'adaptation intériorisée, l'adaptation extériorisée. Puis, on sait que c'est des concepts qui sont quand même assez généraux, où je pourrais très bien décider d'étudier la dépression spécifiquement. Puis, moi, je trouve que c'est vraiment important de bien définir les résultats en amont. De l'adaptation intériorisée, c'est quoi ma définition? Donc, en fonction des écrits qui existent sur ce domaine-là. Moi, je trouve ça important parce que pour ne pas se laisser peut-être influencer aussi par les écrits. Mais encore une fois, les approches là varient d'un individu à l'autre. Ensuite, donc ça c'était un exemple, mais je vous en ai donné quelques-uns. Pour formuler, c'est ça, la question de recherche, vous pouvez aussi vous demander quel type d'études, quelle méthodologie d'études vont permettre de répondre pleinement à ma question de recherche. Donc, à ce niveau-là, il va y avoir les études observationnelles. Donc là, le chercheur ne va pas intervenir finalement. Il va observer ce qui se passe. Moi, par exemple, je travaille sur la séparation.
je ne peux pas demander à des sujets de se séparer pour faire partie de mon étude. Ou l'exemple de fumeur, par exemple. Je ne peux pas demander à des gens de se mettre à fumer. Versus les études expérimentales, elles, qui vont vraiment intervenir. Donc là, ça, c'est quand même une étape importante, je trouve. Mais il y a différents types d'études observationnelles qui existent. Il va y avoir les études transversales, donc si on veut dresser un portrait d'une population, établir une prévalence, examiner les facteurs de risque, les facteurs de protection d'un phénomène. Il va y avoir les études longitudinales, donc de cohortes, si on veut examiner la source de changement ou des facteurs peut-être plus causaux. Ensuite, au niveau des recherches expérimentales, c'est ce que je vous disais tantôt, le chercheur il va intervenir pour changer la réalité, puis il va observer ce qui se produit. Donc là, vraiment, certains types de recherches pourraient correspondre mieux à votre question de recherche, en fait. Puis, ça, c'est la pyramide des différents types d'études selon le niveau de preuve. Donc, la méta-analyse, c'est considéré comme vraiment une méthode qui fournit le plus haut niveau de preuve. Après, il va y avoir les recensions systématiques. Puis après, au niveau des études individuelles, il va y avoir l'essai contrôlé randomisé, les études longitudinales, les études transversales et les études de cas témoins. Mais encore une fois, moi, c'est ça, cette pyramide-là, elle me fait réagir parce que ces études-là, leur sélection, elle va vraiment dépendre en fait de votre question de recherche. C'est ça qui est le plus déterminant en fait. Donc c'est ça, c'est une façon de catégoriser les choses, mais il faut prendre ça, faut en tout cas avoir un regard nuancé sur cette pyramide-là. La deuxième étape va consister à définir les critères de sélection des études que vous allez recenser. Donc, pour définir les critères de sélection, vous allez vous appuyer sur votre PICO, la population, l'intervention, etc. Puis, forcément, ça va être déterminé par votre question de recherche. Puis, vous pouvez aussi, à ce niveau-là, décider d'exclure des études sur la base de leurs caractéristiques méthodologiques ou sur la base de la qualité de ces études-là. Donc, si à partir d'une grille de qualité, vous considérez que telle étude est de mauvaise qualité, vous pouvez décider de la retirer de votre recension. Après, c'est un processus qui se veut transparent, donc vous devez le justifier. L'année de publication, moi, par exemple, dans une recension, j'ai décidé d'inclure seulement des documents publiés à partir de l'an 2000, parce que déjà, une méta-analyse avait été faite, avait été publiée en l'an 2000, et parce qu'à partir de l'an 2000, on a constaté qu'une deuxième vague de recherche était publiée, puis s'appuyait sur des méthodes qui étaient rigoureuses, en fait. Mais ça aussi, il faut le justifier. La langue, généralement, ça va dépendre de vos compétences individuelles. Puis moi, je sélectionne des articles publiés en anglais, puis en français, parce que je ne sais pas lire l'espagnol, malheureusement. Mais ça pose quand même un problème, parce que ce qu'on sait, c'est que les articles qui sont publiés, par exemple, en allemand, en espagnol, elles ont tendance à rapporter des résultats qui ne vont pas nécessairement être significatifs. Versus, quand on va publier dans des revues nord-américaines, on va publier des choses qui sont significatives. Donc, ça génère un biais, en fait, le fait d'exclure certains documents. Ensuite, on va effectuer la recherche des études. Donc là, à l'étape de ce processus, vous pouvez demander l'aide d'un bibliothécaire. Puis il y a différentes façons Ce qu'il faut faire, en fait, c'est rechercher vos articles à partir de mots-clés prédéterminés sur différentes bases de données. Ensuite, vous allez examiner les références bibliographiques des études que vous retenez pour vérifier que vous n'êtes passé à côté d'aucune étude. Vous pouvez prendre la décision de consulter la littérature grise, on va en reparler.
Puis il est suggéré aussi de communiquer avec les experts du domaine. Puis tous ces éléments-là, il faut les retranscrire dans un article si vous publiez votre recension systématique. Donc la littérature grise, elle regroupe en fait tous les documents qui ne sont pas contrôlés par des maisons d'édition. Donc la littérature grise, ça peut être des actes de conférence, ça peut être des rapports gouvernementaux, ça peut être des études cliniques qui sont en cours, des prépublications, des mémoires ou des thèses. Puis, donc, Grey Literature Network Service, vous allez avoir les différents types de littérature grise qui existent, il y en a vraiment beaucoup. Puis ça, c'est des sites que vous pouvez consulter pour avoir accès à ces documents-là. Parce que c'est des documents en fait, qui peuvent être difficiles à trouver. Il y a une masse de documents vraiment considérable. Puis la qualité de ces documents est très variable. Parce que contrairement à des documents qui sont revus par des pairs et qui ont été évalués, ben, la littérature grise n'a pas été évaluée. Mais c'est vraiment important de la considérer. En tout cas, moi maintenant, je vais la considérer systématiquement parce que justement, les documents qui ne sont pas publiés, généralement, ils vont rapporter des résultats qui ne sont pas significatifs. Mais c'est un résultat, en fait, en tant que tel. Donc, il faut considérer ces écrits-là. Donc là, vous allez sélectionner vos mots-clés, puis vous allez créer des formules à partir de ces opérateurs-là, de la troncature, des guillemets. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous donner un exemple de formule, moi, que j'ai conçue pour une étude. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyée sur le PICO, en fait. Puis l'objectif, c'était vraiment d'avoir accès aux articles en fait, les plus pertinents. Parce que ça, c'est une étape qui est quand même assez complexe, parce que dans la recherche des documents, on peut arriver à 6000 résultats. Donc, 6000, 4000, 2000, puis après, il faut tous les regarder, ces résultats-là. Donc, c'est une étape importante, il faut la pré-tester, voir combien de résultats on obtient, la faire valider par un bibliothécaire pour essayer de limiter le nombre de résultats finaux, mais sans échapper aucune étude. Donc ça, c'est un défi, mais il faut vraiment prendre le temps de créer la formule la plus appropriée en fait, à vos besoins. Donc c'est ça, vous faites la recherche des documents, puis là vous avez un N de 2000 documents. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir rassembler, ça c'est vraiment, il faut suivre ces étapes-là, puis il faut tout retranscrire dans votre article. Donc vous allez rassembler l'ensemble des documents en vous appuyant par exemple, vous pouvez vous servir de Zotero ou de EndNote. Donc, vous rassemblez tous les documents dans cette base de données-là. Ensuite, vous devez retirer les doublons. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez regarder les résumés et les titres des 2000 références. Puis là, sur la base du titre et du résumé, vous allez en exclure. Ceux qui de façon évidente ne répondent pas à votre question de recherche, vous allez les exclure. Après, il va vous en rester une certaine quantité, on va dire 200. Donc là, vous devez aller chercher le document intégral, puis faire une analyse très précise des documents intégraux, puis appliquer vos critères d'inclusion et d'exclusion. Donc moi, je veux une étude qui porte sur des parents séparés depuis 2 ans, Puis ces étapes-là, c'est mieux de les faire à plusieurs. Donc pour que ce soit garant d'une certaine objectivité, parce qu'il y a quand même des risques d'erreur. C'est une étape qui peut prendre 15 jours de travail, puis qui est assez drastique. Puis à la fin, vous allez créer un diagramme de flux. Donc ça, c'est toujours Prisma. Vous pouvez trouver le document en suivant ce lien-là.
puis vous allez devoir tout retranscrire, puis insérer ça dans votre article. Moi, par exemple, j'avais fait ma recherche. Au départ, je devais avoir 2500 références, puis à la fin, j'ai retenu 14 études. Ouais. Ensuite, l'étape d'extraction des données. Ça aussi, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Donc là, vous allez extraire des aspects liés au contexte de l'étude, aux aspects méthodologiques, aux aspects forcément reliés aux résultats, puis aux aspects reliés à la qualité de ces études-là. Puis, excusez-moi, c'est ça. Ça, c'est à vous de prendre la décision en fonction de vos besoins. Puis, je vous recommande vraiment en fait, de bien définir chaque élément que vous allez extraire, de bien le définir. Puis pour ça, vous pouvez consulter les articles retenus, puis donc de définir et d'opérationnaliser ces différents indicateurs-là, parce que c'est ça, tout est discutable. Donc par exemple, je veux extraire la date. Est-ce que j'extrais la date de publication? Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Est-ce que c'est la date de collecte des données qui m'intéresse? Ensuite, l'origine de l'auteur. C'est un chercheur britannique qui a publié telle étude, mais son étude est réalisée sur des Canadiens. C'est quoi qui m'intéresse? Donc, vraiment, il faut prendre le temps, en fait, de bien définir ces éléments-là. Vous pouvez les pré-tester. Vous pouvez les pré-tester. Puis, vous pouvez utiliser aussi un formulaire d'extraction. Donc, il en existe plusieurs formulaires d'extraction. Puis, vraiment, faites ça à plusieurs et après, confrontez vos résultats. Parce qu'il y a de forts risques d'erreur, en fait. Puis c'est ça, la collaboration Cochrane, elle recommande que cette extraction soit réalisée par des personnes qui ont des compétences complémentaires. Parce que c'est ça, au moment d'extraire des données quantitatives, des statistiques, ça peut toujours être bon, en tout cas, de se faire valider par un statisticien. Moi, je sais que j'en ai ressenti le besoin vraiment dans mes démarches. Ensuite, il faut évaluer le risque de biais dans les études. Donc, la collaboration Cochrane, elle parle vraiment de risque de biais. Mais moi, vraiment, pendant la formation, je ne me suis pas sentie concernée par cette grille-là parce que mes études ne sont pas des études randomisées, en fait, des essais contrôlés randomisés. Donc, il y a différents risques de biais qui existent pour la collaboration Cochrane qui sont... Ok. J'ai 45 minutes, c'est ça, pour présenter? 45 minutes? On termine vers midi et demi. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Là, on va se demander, au niveau du biais de sélection, est-ce qu'il y a randomisation? Au niveau de la performance, de la détection, est-ce que les patients savent à quel type de protocole ils sont confrontés? Est-ce que le clinicien le sait? Est-ce que le chercheur le sait? Au niveau du biais lié à l'attrition, est-ce qu'il y a une perte au cours du temps des différents sujets? Puis c'est quoi la quantité de perte? Puis le chercheur, comment il gère ces données manquantes-là? Puis le biais de rapport, par exemple, moi je m'intéresse à l'estime de soi, en tout cas à l'impact, on va dire, de la séparation sur l'estime de soi, l'adaptation intériorisée, l'adaptation extériorisée. Puis dans mes résultats, je vais seulement présenter les résultats liés à l'estime de soi. Ça fait référence à un biais de rapport. Donc la collaboration Cochrane, elle fournit un outil qui va permettre d'évaluer ces différents biais. Puis il va falloir le faire pour chaque étude individuelle que vous avez recensée. Puis à partir de là, vous allez établir une cote.
Donc, dans cette étude-là, il y a un faible risque de biais. Dans cette étude-là, il y a un haut risque de biais. Puis, parfois, c'est incertain parce qu'il y a certaines informations qui ne sont pas disponibles, en fait, dans le corps de l'article. Puis ça aussi, c'est un aspect, en tout cas, parfois, vous voulez avoir accès à des informations, mais ces informations-là n'apparaissent pas dans le document. Donc, soit vous pouvez vous limiter aux informations disponibles, puis si ce n'est pas disponible, mettre non disponible. Puis parfois, vous pouvez aller solliciter l'auteur, en fait, pour le questionner. Dans des revues systématiques, par exemple, on a besoin parfois de la moyenne et de l'écart type. C'est indispensable pour pouvoir intégrer l'étude dans la revue systématique. Puis parfois, les auteurs ne mentionnent pas l'écart type. Donc, ça nécessite d'aller les contacter pour avoir cette information-là. Puis les auteurs, généralement, répondent. Mais ça prolonge le processus. Moi, j'ai perdu 6 mois en faisant ça. Donc, c'est ça, c'est une décision qu'il faut réfléchir en amont. Puis, donc, la collaboration Cochrane, elle parle de risque de biais. Puis, elle considère que ce n'est pas nécessaire d'évaluer la qualité méthodologique des études. Parce qu'une étude peut être réalisée d'une très bonne façon, mais comporter des biais. Puis, il y a un autre mouvement qui considère qu'on peut évaluer la qualité des études. Donc, parfois, on va s'appuyer sur des listes de contrôle qui existent. Puis, finalement, on peut très bien, à partir d'une grille, disons, de qualité, coder chaque étude, puis mettre les informations en annexe, en disant au lecteur, ben, on va vous laisser en fait vous faire votre propre avis sur la qualité des études. Puis dans certains cas, on va prendre des grilles d'évaluation, puis on va attribuer des notes aux études. Donc ça, c'est une étude de faible qualité, ça c'est une étude de qualité modérée. Puis à partir de là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez décider d'exclure les études qui ont été évaluées comme étant de mauvaise qualité, soit vous pouvez en fait les intégrer au moment de présenter les résultats. Donc vous allez en fait vraiment présenter les résultats en ayant en tête cette étude-là, sa qualité, elle est faible. Donc vous allez nuancer. Il y a différentes échelles de qualité qui existent. Il y en a énormément, autant pour des données qualitatives que pour des données donc qualitatives et quantitatives. Puis, c'est des échelles qui ne sont pas validées. Donc ça, c'est une critique dans le domaine. Donc c'est ça. Moi, toujours dans les limites de l'article, je le mentionne, que c'est un processus qui reste subjectif, puis que l'échelle n'a pas été validée. Donc ça a ses limites. Il y a aussi une autre façon de procéder. Je ne sais pas si je vous en ai parlé tantôt. Moi, dans ma recension, je pense que oui. J'avais décidé en fait de retenir seulement les articles publiés et évalués par les pairs. Puis du coup, je n'ai pas évalué la qualité de ces études-là parce que c'est comme considérer que ça a été déjà évalué et que si c'est publié, c'est des études de bonne qualité. Mais à refaire, je ne le referai pas parce que c'est important de considérer la littérature non publiée, la littérature grise. Et enfin, la dernière étape qui va être d'analyser et d'interpréter les résultats. Donc c'est ça, il y a vraiment différentes méthodes de synthèse des connaissances qui existent. De connaissances qualitatives d'un côté, quantitatives, ou qui vont combiner des données quantitatives et qualitatives. Donc, ce sont celles-là. Il y en a d'autres. Ce n'est pas une liste exhaustive de ces méthodes-là. Puis, donc, la méta-analyse, comme je vous le disais, là, on va recenser seulement des études quantitatives. Puis, l'objectif, c'est d'agréger les résultats. Après, il y a des méthodes plus interprétatives, comme la méta-ethnographie. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment d'établir de nouveaux concepts, puis d'établir une nouvelle théorie, en fait. Puis, il y a des méthodes mixtes.
Donc, dans certains cas, on peut recenser des études quantitatives et des études qualitatives. Puis ce que font les auteurs, c'est qu'ils présentent d'abord les études quantitatives, ensuite les études qualitatives, puis ils agrègent les deux. Et pour en savoir plus, voici des liens, mais on pourra envoyer le PowerPoint, probablement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vous ai assommé? Oui. Ouais. Alors, moi j'ai une question, je n'ai pas compris la différence que tu viens de faire entre quand tu fais une méta-analyse sur des données quanti et quand on fait une sur des données Qualitatives. Pourquoi quand tu fais une analyse sur des données quanti, c'est pour parvenir à un nouveau résultat, alors que sur des données quali, c'est pour parvenir à une nouvelle théorie? C'est parce que l'objectif des études individuelles, à la base, de toute façon, l'objectif est différent. Donc, dans une méta-analyse, les données, l'objectif, ça va être vraiment d'augmenter la puissance de l'information. Puis, ce qui va être intéressant de faire, c'est qu'il y a plusieurs études qui vont être publiées, puis parfois, il y a des résultats contradictoires qui ressortent. Puis, justement, en agrégeant toutes les informations, on a abouti à un échantillon beaucoup plus vaste. On peut contrôler un petit peu la validité plutôt des études. Puis, pour aboutir à des données qui se veulent être des données probantes. Oui, mais de toute façon, je ne sais pas si tu as 10 articles où il y a des gens qui ont fait des régressions sur un échantillon de, je sais pas, 400 individus. Au final, ça ne va pas te donner à la fin une régression sur un échantillon de 4000 individus. De toute façon, les bases de données des articles, tu les as pas, donc tu cumules pas les... Tu dois vraiment cumuler en fait les résultats. Donc, tu sais, l'analyse de régression, par exemple, ça ne fonctionne pas avec des méta-analyses. Tu ne peux pas te fier à des analyses de régression. Ça prend certaines stats, puis pas d'autres. Mais l'objectif, vraiment, si c'est... tu t'appuies sur un logiciel qui va homogénéiser les différentes données individuelles. Puis, tu sais, ça s'ajoute, en fait. C'est un processus cumulatif. T'additionnes les choses. T'additionnes. Oui. Et donc, en fait, il faut que les gens aient fait des tableaux croisés pour pouvoir faire ça. Ça prend certaines statistiques. Ouais. D'où, tu sais, parfois l'importance d'aller demander à l'auteur certaines données qui ne sont pas disponibles dans le corps de l'article. Ouais. Et je ne vois toujours pas pourquoi en fait, tu ne peux pas faire ça pour des données quali. Ben, en fait, pour des données quali, il y a des démarches. L'approche de Bayes ou le métasommaire qualitatif, là, par exemple, ils vont s'appuyer sur des éléments qualitatifs. Ils vont convertir les données en données quantitatives. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais après, dans les métasynthèses qualitatives, en fait, plus dans la méta-ethnographie, l'objectif, ça ne va pas être un objectif de généralisation, comme ça peut l'être, par exemple, dans les études plus quantitatives, mais d'interprétation. Donc, c'est ça, c'est toujours en lien aussi avec qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre question de recherche, puis c'est quoi le but. Puis avec la collaboration Cochrane, tu sais, c'est très données probantes, donc beaucoup plus quantitatif. Mais si je présente ces éléments-là, c'est pour dire qu'on peut le faire avec des études qualitatives et que ça peut être très pertinent et très riche aussi de le faire. Je vais faire une petite intervention, mais je trouvais on voit quand même que c'est très complexe. Parce que si tu veux faire une recension systématique des écrits, attention, tu dis que ça prend 2 ans de travail, ça va prendre 2 ans de travail. Puis moi, la question que je me disais, je me disais, mon Dieu, c'est vraiment complexe. Puis je me disais, comment, au niveau de la recherche sociale, parce que là, on a vu, dans le fond, on comprend que cette logique-là qui est derrière, on comprend qu'elle est dans le domaine de la santé parce que, évidemment, si tu suis des cohortes, faire des interventions médicales, savoir qu'est-ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, évidemment, c'est une belle approche pour dire que c'est super, cette affaire-là. Mais au niveau de la recherche sociale,
As-tu vu des choses qui donnaient des résultats? Y a-tu quelque chose? Ça se développe-tu sur ce plan-là? Ou bien... Ben, en tout cas, il y a de plus en plus de recensions qui sont menées dans ce domaine-là. Puis moi-même, c'est ça, j'ai fait des études, j'ai recensé des recensions, des méta-analyses sur des études d'une piètre qualité, je dirais. Puis c'est quand même un enjeu parce qu'on sait que le résultat final, il va impacter les pratiques. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un regard, une connaissance très très précise des failles en fait des études individuelles. Puis elles en ont. C'est difficile de mener des études sur des enfants en garde partagée dont les parents sont en conflit. C'est ça qui est ça. Puis on fait des recensions systématiques et à la fin, ben, on nuance en fait le résultat. Donc en disant il faut faire preuve de prudence. Puis c'est ça qu'on sait aujourd'hui, mais sur la base d'études de qualité variable. Puis ça reste un processus intéressant à partir du moment où on a un regard nuancé et une très bonne connaissance des études qu'on cite. Puis le défi, c'est de s'assurer d'avoir fait le tour des écrits, parce que comment on fait? Il y a des milliers d'articles aujourd'hui, je regarde les publications dans les revues prédatrices, il y a toutes sortes de choses. La littérature grise que tu parlais, comment on fait pour savoir qu'on a vraiment fait le tour de tout? On ne le sait jamais. Non, c'est ça, on ne le sait jamais. Ouais. Faut dealer avec l'incertitude, mais après, c'est ça, il y a quand même des bases qui se développent de plus en plus. C'est un aspect qui est de plus en plus étudié. Donc, on va espérer que les choses s'arrangent à ce niveau-là. Puis... Moi, j'avais une question. Quand vous parlez des étapes recherche des études et on doit identifier les critères pour chaque étude pour faire la sélection avec notre échantillon. C'est à peu près 15 jours pour faire ça. Est-ce que c'est aussi c'est effectivement de le faire en équipe? Est-ce que c'est 15 jours? Moi, m'évaluer dans le temps, c'est 15 jours en équipe, 15 jours seul. Ben, en fait, ça a l'air court. En fait, j'en ai pas fait dans ma vie encore, mais avec 2000 articles, 15 jours, puis arriver avec l'échantillon final à la fin, est-ce que c'est vraiment 15 jours seul? Ça varie, ça varie. C'est sûr que ça va de plus en plus vite. Au début, ça peut paraître un peu laborieux, puis après, ça va de plus en plus vite. Si on est bilingue, c'est sûr que c'est aidant. Si on a une très bonne connaissance de son domaine d'études, c'est aidant aussi. Mais ce qui est recommandé, c'est que les deux personnes le fassent de façon individuelle, chacun de leur côté, pour voir si, au bout du processus, ben, c'est les mêmes études qui ont été conservées. Mais ça peut varier, puis ça va être aussi, ça dépend du nombre de résultats qu'on obtient. Des fois, on peut obtenir 500 résultats quand c'est un domaine d'études en développement. Puis ça va dépendre aussi de la qualité de la formule qu'on élabore. Mais ça varie. Quand tu parlais d'être plusieurs pour faire le processus, c'est tout le monde, les deux personnes qui font au complet. Il n'y a pas comme un processus en recherche quali, des fois il y a des processus d'accord interjuges où on en fait quelques-uns, puis après ça, on part chacun de notre côté. Fait que là, on peut il y a différentes façons de procéder, puis on fait aussi avec les moyens qu'on a. Donc il y a une personne qui peut faire ce travail-là. Si elle a des doutes, elle va consulter une autre personne. Puis s'il y a un désaccord, une troisième personne va intervenir pour trancher ou pour négocier. Mais moi, jusqu'à présent, j'étais seule pour faire ce travail de recension-là. Enfin, c'est ça, c'est quand même un processus qui demande de l'argent. Puis... J'ai deux questions. La première, c'est par rapport à une recension classique qu'on peut faire. Moi, je voulais juste pour être certaine, que j'ai bien compris, les avantages, finalement, c'est justement cet effet cumulatif des données. De ce que j'ai vu, la recension systématique. Pouvoir évaluer la qualité des études quand même. Puis que ce soit multidisciplinaire, c'est quand même un avantage.
est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent justement distinguer une recension de littérature classique qu'on pourrait faire finalement sans tous ces outils-là, de manière plus les autres? Ben c'est ça déjà. Pardon. Au niveau de la sélection des études, quand on travaille sur des sujets qui sont très controversés, c'est un processus qui est rassurant parce que certains auteurs pourraient très bien se dire ben moi je vais sélectionner, je le vois beaucoup dans mon domaine d'études, je vais sélectionner les études qui m'arrangent. Puis je suis en faveur de la garde partagée, c'est ces études-là que je vais sélectionner. Avec une méthodologie transparente et exhaustive, on ne peut pas... c'est ça, on va avoir accès à tous les résultats. Ça donne une démarche très systématique, oui, très exhaustive. Puis c'est toujours bien aussi d'anticiper en fait tout le processus de recension, donc se préparer à l'avance, en discuter avec ses pairs. Puis dans la collaboration Cochrane, ce que les auteurs font, c'est qu'ils vont publier leur protocole de recherche. Donc ils vont soumettre ce protocole-là à différentes équipes qui vont le valider. Donc c'est ça, c'est bien de pouvoir anticiper. Par rapport à la méta-analyse en général, la distinction, c'est justement ce côté multidisciplinaire. La méta-analyse, en fait, ça va être plus dans la démarche de synthèse. Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats là? La démarche, la méta-analyse, c'est ça, c'est vraiment, on arrive avec une donnée à la fin, une donnée qui combine les données de toutes les études. Donc c'est très très quantitatif. Puis on considère c'est ça, que c'est, en tout cas que c'est très bien de faire des méta-analyses, mais il y a d'autres méthodes qui sont aussi pertinentes. Dépendamment de la question de recherche, en fait.